Bon Fabien, est-ce qu'on parle de ton t-shirt tout de suite ou on attend la fin de la vidéo? Je pense qu'on peut en parler tout de suite, faut enclencher. Bon, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur Verisme TV, parce que c'est quand j'ai lancé ma grande librairie, c'était dans le but d'exposer des gens qui m'influencent et que je respecte. Et pour la petite histoire, je te suivais déjà quand j'étais au Japon. Je suivais déjà tes causeries sur YouTube, qui m'intéressaient grandement. Je sentais qu'il y avait beaucoup de points de convergence. Et j'ai commencé à faire Verisme TV pour m'amuser. Alors, Jean-Louis, on fait des blagues et tout, on parle de physiologie, tout ça. Et puis un jour, je reçois un mail de Fabien Moine. Alors, un moment de gloire personnelle, qui me félicite, qui dit « Ah, c'est super et tout ce que tu es. » Waouh, putain, incroyable. La personne que je suis dans l'ombre depuis longtemps me félicite. Et depuis, on est resté en contact. On s'est dit, il faut qu'on fasse des vidéos ensemble. À chaque fois, on ne pouvait pas en reporter, c'était pas possible, etc. Enfin, alléluia, miracle, tu es là. On l'a fait. On l'a fait. Et ce qui est beau, c'est que sur ce cheminement-là, on s'est trouvé une passion commune qui est quand même Kaamelott. On peut le dire. Voilà. Et le Kaamelott et le gras. Le gras, c'est la vie. Alex, si tu nous regardes, tu es le bienvenu. Mais ouais, donc Fabien Moine, beaucoup de gens, à mon avis, beaucoup de véristes te connaissent, mais est-ce que tu peux te présenter quand même? Eh bien Fabien, parcours depuis 10 ans dans la santé naturelle, on va dire au sens large. Voilà, au départ par l'approche des arts martiaux, le Wing Chun Kung Fu, le yoga, méditation Shambhala, et beaucoup de yoga qui m'ont amené au pranayama. D'accord. Et parallèlement à ça se développait du magnétisme curatif, donc commencer à pratiquer quand les occasions se présentaient, donc ça c'était il y a une dizaine d'années, puis l'envie de pousser plus loin, notamment la respiration. Ouais. Donc c'est là où on se rejoint aussi sur certaines autres choses, donc le pranayama, donc je suis parti en Inde, et là-bas j'ai découvert l'Ayurveda, qui m'a amené à la découverte des tempéraments. Et donc quand je suis rentré je suis resté plusieurs mois en Inde, et quand je suis rentré en France, je me dis maintenant ça n'a pas de sens, culturellement je peux pas transposer. Et puis là c'est là où j'ai vraiment plongé plus profondément encore, parce que j'étais déjà dans la naturopathie, mais c'est l'hygiénisme qui a trouvé mes faveurs. Donc je suis une ligne qui est hygiéniste depuis une dizaine d'années, le jeûne depuis 10 ans aussi, mais tout un tas de choses que j'estime être du soin, donc interventionniste, donc qui pourrait être contradictoire avec l'hygiénisme, et pour moi ça ne l'est pas. Donc je pratique donc le magnétisme que j'ai dit, le reboutement, la digitoponcture, voilà, la ventousothérapie. Donc ça c'est des choses que j'ai appris en voyageant, beaucoup, en rencontrant des gens d'influence, et qui me permettent d'avoir une boîte à outils aujourd'hui, et de considérer l'individu comme un tout, et d'être dans la joie d'apprendre tout le temps. Alors, il y a plein de choses que tu viens de me dire qui sont intéressantes, mais chronologiquement parlant, quand tu es revenu d'Inde, est-ce que cette envie et ce besoin de t'être tourné vers le soin, vers les autres, était déjà là? Tu t'es dit, ok, je reviens avec des clés sur la compréhension de la santé humaine, une grille de lecture qui sont les tempéraments, peu importe que ce soit des tempéraments hippocratiques ou... On a une grille de lecture, ok, ça me permet de porter un espèce de jugement sur l'état de santé de la personne qui est à côté de moi. Mais tout le monde ne va pas se dire « Ah ben je vais l'aider ». Il y a des personnes qui vont d'abord faire un cheminement, se dire « Bon, pour ma santé, qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis ils vont continuer leur train-train. Et tout le monde ne va pas devenir thérapeute. Pourquoi toi tu étais tourné vers ça? Moi au départ je suis parti en Inde pour moi perso. C'était vraiment de continuer d'apprendre. Voilà, le pranayama, la respiration, ça me nourrissait beaucoup. Ça faisait beaucoup de bien, je pratiquais le yoga tous les jours. Et voilà, c'était apprendre. Mais en même temps, vu que voilà, à l'occasion, je pouvais avoir une action de magnétisme sur des personnes en voyant des effets, il y avait comme ça dans un coin de ma tête. Mais moi, ce qui m'a fait basculer en Inde, j'ai vu le non-côté fermé des choses. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de rencontrer notamment un chirurgien cardiaque qui m'a beaucoup formé, et qui lui me disait qu'il pratiquait l'Ayurveda, telle qu'elle était enseignée il y a 5000 ans. Et avec cette notion-là d'Ayurveda, il y a les tempéraments qu'on appelle dosha, donc Vata, Pitta, Kapha. Et en gros, je me suis dit, parce que c'est vrai que quand on commence, on se dit, tiens, ça c'est bon ou c'est mauvais?
Puis il me dit ça dépend. Puis attends, il va nous faire son vieux sage, ça dépend. Ben non, en fait, c'est pour une ça personne. Ça dépasse. Voilà, ça dépend. Ça peut avoir plusieurs. Donc pour telle personne, oui, à tel moment, non. Enfin, c'était compliqué. Et donc je dis, je vais apprendre l'Ayurveda, c'est que je dis pas. Il dit, bon, il va falloir 12 ans. Donc, je dis, bon, c'est super, c'est bien pour les Indiens. Ouais. Et donc c'était très long, très complexe, mais moi ça m'a donné envie, et je me suis dit, là, sur les tempéraments hippocratiques, et là où il y a eu le déclenchement, pour ta question, de basculer vers l'autre, je me suis dit que le magnétisme, par exemple, douleur d'estomac, donc une action du magnétisme, on soulage l'inflammation, je me dis c'est pas correct vis-à-vis de la personne, parce que là sa cause elle est peut-être alimentaire, et donc c'est pas lui rendre service, donc c'était proposé en plus, et puis une fois que tu mets le doigt dedans, que tu vois que toi ça te met dans un meilleur état, et que l'autre ça l'est aussi, et j'ai plus jamais arrêté, ça s'arrête pas pour y venir et greffer toujours plus de choses. Donc le basculement s'est fait à partir du moment où en fait je voyais une limite dans la vie de tout un chacun, en me disant une information, si tu en constates les effets, qu'il y a des connaissances établies, que c'est validé, il faut la transmettre. Donc c'est plutôt quelque chose de l'éducation à la santé plus que de la thérapie qui m'a poussé, c'est ce que je fais toujours avec les vidéos, tout un tas de choses dont on va parler. Mais l'Inde ça a été décisif, parce qu'évidemment tu complètes un travail intérieur en allant là-bas faire du yoga tous les jours, en allant prendre des cours tous les jours, tu es obligé d'être confronté, d'être bousculé, d'être déstabilisé. Et donc quand tu reviens, tu as envie de le mettre à profit pour ta vie perso et ça rayonne forcément sur les autres. Et tu as envie aussi, ayant trouvé une certaine forme de validation intérieure, de plénitude, d'état de conscience vraiment proche du bonheur, quoi, tout simplement. On a envie que les autres le vivent aussi. Ils disent, j'ai trouvé un trésor à l'intérieur de moi et j'ai peut-être des clés qui vont pouvoir t'aider. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore, ce partage-là, parce que toi aussi, tu t'es pas contenté du travail en cabinet, de recevoir des gens, d'influencer autour de toi. Tu t'es dit, je vais aussi mettre mes enseignements sur YouTube. Je vais aussi partager au plus grand nombre. Je vais essayer de changer le monde qui m'entoure pour qu'il s'améliore. Parle-moi aussi de cette volonté-là. Alors, c'est rigolo ce que tu dis. Moi, quand je suis rentré d'Inde, je me sentais pas tout de suite de faire de la consultation parce que je me sentais encore immature sur toutes les formations que j'avais eues. Donc j'ai fait des cours de cuisine. Et on a fait des centaines. Et parce que là, je me dis, c'était pas mauvais, hein, parce que j'ai goûté. Franchement, t'es bon. Tout à l'heure, on va se faire plaisir aussi. On ne veut pas jeûner ce soir. Et je me dis, en fait, c'est un lieu de recours. Il y a des tas de personnes qui n'iraient pas prendre des informations en cabinet. Parce qu'ils ne s'estiment pas dans ce besoin-là, ou quand même c'est pas culturellement correct pour eux. Et j'y ai vu en fait une transmission d'informations, quelque chose de très circulaire où les gens disaient tiens, tu devrais faire ci, ça. Et moi j'étais un peu le chef d'orchestre de ça. Et par contre j'ai fait beaucoup d'ateliers, et au bout d'un moment, j'ai commencé en parallèle à faire, il y a des gens qui me disaient moi j'irai plus loin, parce que là on est beaucoup, c'est dur pour les questions. Et ça s'est lancé petit à petit. À la mesure que la confiance, que les gens m'accordaient la confiance, c'est que moi je gagnais en confiance en moi, parce que on a savoir des choses, on est toujours un peu sur la réserve, on s'estime pas légitime. Et à un moment donné, oui, c'est passé comme ça. Puis après, je faisais des conférences dans les lieux, c'est-à-dire pas de la pub, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, Didier, Biocop de Besançon, qui m'a donné, que je salue, parce qu'il m'a vraiment donné ma chance en me laissant faire des conférences pour que j'aille plus loin. Et donc, petit à petit, comme ça, j'ai même fait des consultations chez lui, parce que j'étais sans domicile à l'époque, j'étais un peu à droite à gauche. Et ça m'a plu, ça m'a permis d'avoir des grilles de lecture. Voilà, les gens venaient pas en thérapie, mais d'observer. Pour moi, quand on parle de santé humaine, c'est une histoire qui arrive, et donc d'observer les gens dans leur situation, que ce soit en faisant de la cuisine, en mangeant parce qu'on partageait le repas, ou chez eux, ça a été la meilleure des écoles. Et après, quand j'ai reçu, ça a été un mouvement linéaire, et donc les conférences que j'ai fait, il y a des gens qui me disent je peux pas venir, est-ce que tu peux enregistrer? Je dis oui, je te l'envoie en MP3, j'avais même pas d'enregistreur de trucs, et j'ai envoyé un MP3, puis il y en a d'autres qui me disent je vais pas envoyer plat par mail, je la mets sur YouTube. C'était partie de ça, et dans cette optique de créer un schéma éducatif avec tout son grand fatras. Je me dis, si tu as des gens qui aiment ce que tu transmets, la justification de ce que tu vas dire correspond toujours à un contexte. Donc plus ils en entendent,
plus ils vont cerner le sens du mot que tu vas utiliser. Donc c'est la même ligne directrice depuis des années, même si je parle de cours de cuisine, même si je parle de magnétisme, même si je parle d'égyptoponcture ou autre, pour moi ça raconte la même histoire qu'est la mienne, c'est-à-dire celle des gens que j'ai rencontrés, et puis chacun se télescope là-dedans pour apprendre, et puis de manière opportuniste prendre ce qui l'intéresse. Alors il y a quelque chose qui fait grand bruit récemment, c'est le jeûne. Et il y a un reportage d'Arte, Le jeûne, une nouvelle thérapie, qui a fait, il y a quelques années, vraiment beaucoup parler de lui. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que ce qui était véhiculé et enseigné par les grands jeûneurs, les grands hygiénistes historiques, qui ont été Shelton, Mosseri, Désiré Mérien, qui a une grande place dans ton histoire aussi. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que le corps humain est capable de faire des choses absolument incroyables si on lui laisse l'opportunité. Et toi, tu es arrivé avec ta caméra et tu t'es dit, je vais faire un film documentaire qui va aller plus loin, qui va nous raconter plus en détail ce qu'est le jeûne, et on va aller interviewer ces grands jeûneurs, ces encadreurs de jeûne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de la genèse de ce projet et où est-ce qu'il en est maintenant, actuellement? Alors au départ, dans cette optique-là de ce qu'on disait de la transmission, toi je sais que tu es très porté aussi sur le fait de sourcer, d'aller à la rencontre des gens, de les interviewer, donc de donner des références. Moi il y avait quelque chose qui me semblait injuste, et comme tu dis, le jeûne devient très populaire. Mais il y a certaines grandes figures comme Désiré Mérien, comme Albert Mosseri, Roger Lemadec, voilà, des anciens qui ont plus de 80 ans ou qui sont décédés, comme pour Albert Mosseri, ou même son fils Alain Mosseri qui a repris le travail. Voilà, ce sont des gens méconnus, qui ont œuvré depuis 50-55 ans pour le jeûne, qui ont encadré, Désiré il a encadré 20 000 jeûneurs, Mosseri un peu moins, enfin voilà, on a des gens qui ont sorti des livres, qui ont de l'expérience, qui ont eu des centres, et puis qui ont posé des fondations, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Si on peut commencer à parler du jeûne un peu librement, c'est grâce à eux. Et eux, c'était pas évident, parce que c'était une dérive sectaire grave. Ils ont eu des soucis de santé. Albert Mosseri a été en prison, même Désiré a eu des procès, parce que c'était pas dans le sens des choses, mais ils ont œuvré. Et moi, il me semblait injuste que le jeûne bénéficie d'une aura médiatique sans que ces gens-là soient au moins évoqués. Bien sûr. Et puis surtout que c'était un travail de synthèse et de justesse. Enfin, pour moi, il y a les hygiénistes, c'est les spécialistes du jeûne. Il n'y a pas d'autres disciplines qui a mieux creusé. Donc on parle de Shelton, en France, on n'a pas aussi à rougir. Et donc l'idée, c'était de prendre la caméra. Bon, pas la mienne, c'est avec une équipe, on était 4 depuis le départ. Donc Amandine, qui m'a assisté à la réalisation, Arsène, cadreur et monteur, et Emmanuel à la prise de son et à la composition en partie de la bande son. Et donc on est parti filmer Désiré. Ça devait être que sur Désiré, parce que moi c'était ma façon, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Je suis très heureux de la vie que j'ai, parce que je peux pratiquer le jeûne et l'enseignement hygiéniste, et je suis vraiment heureux. Et c'était une façon de lui dire merci, et puis de le laisser à la postérité. J'ai vraiment énormément d'affection pour Désiré. Et c'était juste ça, c'était un projet perso, et puis le regard extérieur des membres de l'équipe, les circonstances du tournage, je ne veux pas passer dessus, c'était assez rocambolesque. Et j'ai interviewé d'autres personnes, puis on s'est dit, il y a quelque chose, et puis plus de tournage nécessite plus de présence, plus de moyens, etc. Et donc on a fait une campagne de financement participatif qui a très bien marché, puis on a pu tourner non pas 5 jours, mais 26 jours. Super. Et donc on est allé pas qu'en Bretagne, mais dans les Pays de Loire, dans la Drôme, dans le Jura, dans la région de Nice. On a loué les services d'un pilote drone, on a fait du motion design. Donc grâce aux campagnes de financement participatif, on a vraiment pu faire un vrai gros documentaire. Donc le travail de réalisation, moi je l'ai appris sur le tard, beaucoup grâce à Arsène, qui est lui-même réalisateur. Et voilà, on s'est lancé dans l'aventure, et ça fait 1 an. Et là on arrive au bout, donc on a 50 heures de rush, on a 50 heures d'images, on a 26 interviews.
Là, on a fait 95% du montage, il reste tout ce qu'on appelle l'étalonnage, etc. Donc là, on en est très content, déjà parce qu'il est abouti, et qu'il faut le sortir au forceps, et que j'ai réussi à y raconter ce que je voulais. C'est-à-dire, moi, pour moi, le jeûne, c'est pas une fin en soi. Malheureusement, il est trop vu, des fois, j'ai jeûné, c'était super, mais qu'est-ce qu'on a fait du jeûne? Et moi, je voulais montrer plein de gens différents qui utilisent le jeûne alors religieusement, spirituellement, médicalement, diététiquement, pour perdre du poids, pour le sport. J'ai vu que le sport, voilà, toutes ces raisons-là, c'est de présenter des personnes phares, des personnes légitimes, ou des jeûneurs lambda, donc de tous âges, des fois des primo-pratiquants, des gens qui avaient déjà jeûné 5-6 fois, des gens qui jeûnaient depuis 30 ans. Et voilà, donc interviewer Désiré, des grands conducteurs de jeûne qui ont 55 ans d'expérience. Faire un panel de ce qui se passe en France. C'était un peu ça l'objectif. Et donc c'est construit comme un peu où on se déplace avec l'équipe pour aller filmer ces gens-là. C'était super déjà dans l'apprentissage, parce que évidemment il y avait transmission. On garde que 10 minutes d'interview de 1h30. Mais c'est une histoire qui est racontée derrière tout ça. Et donc le projet c'est celui-ci. Et donc ça soit diffusé en cinéma pour qu'il y ait des ciné-échanges derrière et que les gens aussi partagent leur expérience du jeu, leurs questions, puis qu'on puisse y répondre avec l'équipe ou même d'autres personnes qui pourraient répondre, et puis les gens qui sont dans le documentaire aussi. Donc voilà, c'est de créer une ouverture au jeu. On le réduit simplement à une thérapie aujourd'hui. Je trouve que c'est dommage. Parce qu'on va l'utiliser de manière consumériste, et c'est surtout, à mon avis, parce qu'il faut faire, c'est mon point de vue, donc j'accepte d'y mettre de la subjectivité. Au départ, j'ai essayé de faire un travail plutôt journalistique, très objectif, puis au final, le peu de personnes à qui je l'ai montré, puis l'équipe technique me disait, n'arrêtez pas de me répéter, mais engage-toi. Donc j'y ai mis aussi de la subjectivité, en expliquant pourquoi j'ai été choisir ces personnes-là, puis en donnant un peu le tempo du documentaire avec une voix off, ce qui permet d'expliquer le pourquoi, parce qu'il y a des choses à contre-courant. J'ai voulu aussi qu'il y ait des contradictions, donc des gens qui vont dire des choses différentes, donc c'est un peu bousculant, et on ne repartira pas avec que des réponses formelles, on repartira avec beaucoup de questions. Ça c'est la preuve des bons documentaires. J'espère aussi, puis c'était preuve d'honnêteté intellectuelle aussi, puis là c'est toute l'équipe qui a participé à ça, à dire attention, là peut-être que tu es trop formel, peut-être qu'on va trop dans un sens, et voilà, donc il y a des gens qui seront déçus, peut-être que il y a des gens qui attendront beaucoup du jeûne thérapeutique, il y en aura peut-être moins, il y en a qui trouveront qu'il y aura trop de jeûne thérapeutique, enfin voilà, il y aura mais en tout cas, j'ai essayé d'y mettre la majeure partie de ce qui se passe en France, avec des acteurs historiques, puis des jeûneurs qui viennent jeûner pour... j'ai pas parlé des émotions, mais qui viennent jeûner aussi pour les émotions. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce fameux reportage d'Arte, il nous montrait un monde un peu aseptisé, parce que c'était une seule clinique en Allemagne, finalement, qui était montrée 95% du temps, qui faisait jeûner les gens. Là, on a vraiment le cheminement de chaque personne, que ce soit un jeûneur ou quelqu'un qui encadre des jeûneurs. Et là, on voit ce qui se passe vraiment dans la tête des gens, le pourquoi derrière tout ça. C'est pas seulement, comme tu disais, une fin en soi, c'est pas seulement une thérapie, c'est vraiment se prendre un temps où on se retrouve soi-même. On est seul face à ses émotions, face à ses pensées, face à ses peurs, face à ses doutes. On est aidé par un groupe, ou pas, on jeûne tout seul. C'est se réapproprier cette forme de connexion avec soi-même. Pour moi, c'est ça vraiment la pertinence du jeûne. C'est qu'il n'y a pas de but, en fait. C'est qu'on est juste dans l'expérimentation. Comment toi, tu vois la chose? Est-ce que tu es sur la même longueur d'onde? Est-ce que pour toi, le jeûne, c'est quand tu décides de jeûner? Pourquoi tu vas décider de jeûner? Est-ce que il va y avoir un but? Est-ce que tu vas dire, j'ai trop mangé, on sort des fêtes, là, je vais jeûner? Ou c'est plutôt, je le sens en moi, c'est viscéral, j'ai besoin de jeûner? Alors, la meilleure réponse, elle est donnée dans le film, où la phrase, elle m'a vraiment parlé. Alors, c'est un doyen de faculté de médecine qui la donne, parce qu'il y a 4 médecins dans le documentaire, parce que j'ai voulu qu'il y ait de résilience. Bien sûr. Chaque fois, on dit les médecins ils sont nuls, ils parlent pas du jeûne. Donc, j'ai voulu des gens montrer qui sont très médecine pour le jeûne, dont certains veulent diligenter des études, d'autres qui étaient sceptiques, je voulais que tout le monde parle. Et il y a un doyen de faculté de médecine qui a jeûné, qui dit: je considère l'expérience du jeûne comme une introspection pour comprendre la machine humaine. Et point à la ligne. Et c'était ça. Et donc c'est quelqu'un qui est chirurgien et viscéral, spécialisé dans l'anatomie,
et doyen de faculté de médecine, et qui sort cette phrase-là. Elle dit, il a tout compris, et donc... Cap de fin. Voilà, et ça donne une immense ouverture. Je me dis, la plus ouverture que certaines personnes qui n'entrevoient le jeûne que par une seule ornière, c'est la détoxination. Ouais, voilà. Et il y a tellement d'autres choses qui se passent, moi je trouve, pour encadrer des jeûnes depuis des années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le vécu émotionnel transcendant de la personne, de vivre une période d'espace vide à remplir pour que quelque chose émerge de ça, et c'est souvent au niveau émotionnel. Il y a des prises de conscience qui se passent, il y a des décisions fortes, dire moi maintenant je vais faire ci, je vais faire ça, je vais acter telle chose. C'est un moment de reset, un petit peu. Et c'est plus ça qui m'intéresse que de la façon, parce qu'on va consommer du jeûne, mais qu'on va commencer des compléments alimentaires ou des antibiotiques, etc. Et moi ça me plaît pas. Donc ma façon de montrer que ça me plaît pas, c'est de montrer ce qui me plaît. Et donc ce qui me plaît, c'est que des gens disent moi le jeûne, c'est un outil, c'est un potentiel, j'utilise pour ci, pour ça. Il y a une autre personne, Isabelle, qui est dans le documentaire, qui est sportive. Elle dit j'adore jeûner, mais j'adore manger. Et moi c'est tout résumé. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas obligé d'être blanc ou noir. On va dire il y a plein d'entre-deux dans le jeûne. Ouais. On peut être dans le plaisir, on peut être dans les émotions lourdes, on peut être dans la joie, on peut être dans l'activité physique, on peut être dans le repos complet, on peut être dans l'introspection spirituelle, on peut être dans la vécuité complète. Enfin, c'est vraiment une opportunité à saisir, un outil, et puis on en fait ce qu'on en veut. Et finalement, c'est ça que je veux vous montrer. Finalement, le jeûne, c'est le contenant. Le contenu, finalement, c'est l'histoire qu'on se raconte. Vous pouvez jeûner en vous racontant que c'est terrible, que vous n'avez pas de manger, qu'il n'y a pas de nourriture, qu'est-ce qui va se passer, etc. Le vivre avec la peur au ventre. Au lieu d'avoir des aliments dans le ventre, on a la peur. Et puis, sinon, vous pouvez être guidé par un autre jeûneur qui est plus expérimenté, comme Fabien, qui va vous encadrer, etc. Être rassuré, se dire que la machinerie humaine, comme disait ce chirurgien, ce médecin, elle est magique, elle est magnifique, elle est quand même d'une complexité où on est très 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 loin de tout comprendre. On parlait des livres de physiologie, mais dans n'importe quel livre de physiologie, même si c'est la référence mondiale, vous aurez toujours un passage qui dira « on ne sait pas comment ça se passe, mais ça se passe », même dans les livres les plus objectifs qu'il y a. Donc on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe dans le corps humain. Donc il faut avoir cette humilité-là et cette sagesse. Et le jeûne, c'est juste le contenant. Le contenu, c'est ce que vous racontez, comment vous vivez, l'histoire que vous racontez au moment du jeûne. Donc, c'est ça, quand tu disais tout à l'heure, le jeûne n'est pas une fin en soi, c'est ça. L'important, c'est le contenu. On a parlé de ta chaîne YouTube, c'est au nom de Fabien Moine. Fabien Moine, hygiéniste. Et ton site internet, c'est différent. C'est Nutrinami.fr. Donc c'est un... Les gens peuvent retrouver tes périodes de stage où tu encadres les gens sur ce site. Oui, c'est ça. Ouais. Donc Nutrinami, c'était nutrition en mouvement. C'est une contraction. Donc, et pour moi, nutrition, c'est nutrition de l'esprit, nutrition des émotions. Et dire que c'est un mouvement, c'est qu'il ne faut surtout pas figer sa pensée. Et pour moi, c'est toujours quelque chose qui est dynamique, protéiforme. Ouais. Qui est tout le temps en définition permanente, et je pense que quand on fiche quelque chose, on se met en danger. Et pour revenir au jeûne, c'est-à-dire là on en est au balbutiement de comprendre la physiologie, de ce qui se passe pendant le jeûne. On a des mécanismes qui sont trop bien, la cétogénèse, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on connaît, mais il y a plein de cas où on ne comprend absolument pas, et moi c'est ça que je dis, on est en mouvement, et c'est joyeusement tous ensemble qu'on va dire, le jeûne en fait, on ne peut pas le catégoriser, là, tous les tâches du dessus c'est des livres sur le jeûne. Et ce sont des gens qui cherchent, qui entreprennent, qui partagent, et c'est ça qui me met en joie. Il ne faut surtout pas se dire le jeûne c'est 2 points. Non, le jeûne permet. Qu'est-ce qui permet ? On ne sait pas. Voilà, mais il permet. Donc après, soyons humbles, ce qui se passe à l'intérieur là, ça nous dépasse grandement. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Donc prenons juste le temps de regarder à quel point les principes d'autorégulation sont absolument incroyables. C'est finalement juste ça. Et puis c'est surtout de le dire, en fait, on vit tout le temps à 100 à l'heure, donc cette période où on s'impose rien, on compense beaucoup par la nourriture, donc ces moments où on se met en retrait, ça nous permet de vivre par nous-mêmes, et pas sous influence des autres, du contexte, de la nourriture. Et moi c'est ça qui me plaît, la seule chose qui me plaît c'est ça, c'est que je suis shooté au stage. Je me dis, les gens me disent, mais t'es pas fatigué? Je dis, mais non, mais je me shoote à l'humain, parce que c'est que des choses vraies. C'est la meilleure des nourritures, bien sûr. Quand on est en jeûne, on peut pas tricher.
C'est pas possible de tricher parce qu'on a des unités de vulnérabilité relatifs, hein, mais on est à vif, et donc nous-mêmes. Et moi, ça me rend très optimiste parce que je vois que de la bienveillance et de la solidarité dans les moments de jeu, parce qu'il y a des moments pas faciles. Ouais. Et j'ai jamais vu d'écart de conduite de qui que ce soit. Moi, ça me rend très joyeux. C'est pour ça que j'ai envie de le partager, le jeu, de dire cet outil-là, utilisons-nous, oui, on peut s'utiliser, utilisons-nous pour le vivre. Il en est où là le financement participatif? Est-ce qu'on peut encore aider au projet pour le film documentaire? Oui, alors le financement est encore ouvert, donc là il a été ouvert en mai. Ouais. En mai, le but c'était de récolter 18 000 €. Ouais. On en est quasiment à 19 500, mais il y a beaucoup de frais qui sont assez... Donc j'en profite pour remercier, mais plus que chaudement je le ferai de nombreuses fois. Bien sûr. Par le biais de vidéos et autres. Donc ça a permis de tourner beaucoup, d'acheter du matériel, des disques durs, de payer des déplacements, etc. Des gens, des prestataires. Ça a aidé à la qualité du projet. Ouais, et que ce soit sur le contenu ou sur la forme. Et là, on a rajouté du motion design, on va enregistrer avec des musiciens professionnels dans des studios professionnels, on a composé, donc il y a des compositeurs, et ça c'est des choses qui se rajoutent, qui n'étaient pas toutes prévues. Ouais. Et puis il y a toujours des frais imprévus, donc le financement est encore actif. Et puis surtout le but c'est d'après de se déplacer, de montrer le documentaire, ce qui demande des frais, imprimer des affiches, etc. Donc oui, toute aide, même minime, au moins ça montre, même si c'est 1 €, ça montre qu'il est soutenu et ça donne envie au cinéma de le projeter. Parce que le but c'est ça, c'est qu'il soit pas simplement sur clé USB ou en VOD. J'ai envie qu'il soit partagé par l'équipe et les gens, mais par les gens eux-mêmes. Et donc ça, c'est de se retrouver au cinéma, et donc ça c'est tout un processus qui reste à faire, mais on a rencontré des personnes magnifiques. Sur quel site on doit aller, sur quelle plateforme? C'est sur Helloasso. Helloasso. Donc on a créé une association pour soutenir le projet, une association à but non lucratif. Ouais. Et donc si on va sur mon site ou la page Facebook du film, on peut retrouver les informations. Donc on tape Fabien Moine film et puis on va retrouver. Ouais. Voilà, donc il y a une page Facebook sur le film, il y a un site qui est garni où on met des extraits, des making-of, toute la présentation des gens qui figurent dans le documentaire. D'accord. Et voilà. Super. Donc il y a 2 appels finalement. Il y a Mévériste, soutenez ce projet, comme a dit Fabien, même si c'est 1 €, c'est déjà génial et très pertinent. Aidez, parce que si vous suivez Verisme TV, vous savez à quel point le travail de Fabien, je l'aime, à quel point le jeûne, l'hygiénisme et la naturopathie, ça me tient à cœur, et je sais que vous aimez ces belles valeurs aussi là. Donc on a quelqu'un qui fait le boulot là, qui se décarcasse, donc il faut y aller, il faut soutenir. Moi j'ai fait 119 burpees pour lui donner 119 €. Je suis sûr que vous pouvez au moins prendre l'effort, prendre votre carte bleue et d'aller jusqu'à l'ordinateur et de faire un petit don. Avec la main. C'est clair, et faites des pompes après si vous voulez, mais rien que cet petit effort-là. Et puis le deuxième appel, c'est si vous êtes gérant d'un petit cinéma de quartier, si vous êtes gérant d'un gros cinéma, d'une grande ville, voilà, il y a un super film qui va sortir, qui va faire grand bruit. Contactez Fabien, parce que c'est comme ça que ça marche. Les réseaux, ou si vous connaissez quelqu'un qui tient un cinéma, il faut qu'on utilise ces médias, ce YouTube, Verisme TV, pour faire passer ce beau message. 2 dernières questions pour terminer, qui sont un peu récurrentes dans Verisme TV, c'est des classiques. Imagine, tu peux écrire sur un panneau géant, pas le gras c'est la vie, mais tu peux écrire une phrase que tout le monde va voir. Genre c'est le carrefour, tu sais, c'est le feu rouge que le monde entier emprunte, donc c'est sûr que tout le monde va le voir. Qu'est-ce que tu écris sur ce panneau publicitaire géant? Le Scarface. Tu vois Scarface, le film de Palma. Il y a Le monde est à moi. Moi je mettrais Le monde est à nous. Voilà. Ça je pense que je mettrais ça. Super. Et une petite expérience de pensée pour toujours rendre hommage à notre cher Albert Einstein. Imagine que j'ai inventé une machine à remonter dans le temps. Je te pousse dedans et je t'envoie 20 ans en arrière. Et tu rencontres Fabien Moine, moins 20 ans. Tu te rends compte toi-même. Ouais. Quel conseil tu te donnes? Donc, qu'est-ce que 20 ans, j'avais 17 ans. Ouais. Écoute-toi plus. Ouais, écoute-toi plus, fais-toi confiance. Écoute pas tes peurs, écoute pas les autres.
Achète du bitcoin, non? Investir dans le bitcoin. Non, je pense que ouais, ça serait ça. Ouais. Ça c'est vraiment, t'es une personne intéressante qui vaut la peine d'être écoutée, donc écoute-toi. Super. Ça gagnerait du temps. Merci beaucoup, Pierre. Merci, mon cher semi-croustillant. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur Verisme TV. Rendez-vous dans une prochaine édition de Ma Grande Librairie, et en attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous. Прошу вас расстегнуть воротничок и отбавить